Donc, l'autoconstruction, c'est vraiment construire sa propre maison soi-même, pouvoir la personnaliser. Effectivement, ce qui est le plus important, c'est d'avoir le coût de construction, donc d'avoir toutes les soumissions de A à Z. Donc, tous ces montants, donc combien ça va coûter l'excavation, combien... Donc, c'est très, très détaillé. On vous fournit cette ressource-là dès le début. Donc là, je suis joint par mon collègue Claudio Gegzi aujourd'hui, donc qui est aussi représentant hypothécaire. On va parler d'autoconstruction aujourd'hui. Donc, dans ce podcast-là, vous allez savoir en détail c'est quoi une autoconstruction, c'est quoi les grandes étapes pour construire sa propre maison et aussi comment est-ce que le financement fonctionne. Donc, Claudio, on va commencer par définir c'est quoi une autoconstruction. Mais l'autoconstruction, c'est la construction d'une résidence individuelle par le propriétaire. Il construit la maison pour son usage personnel ou celui de la famille dans le but de l'habiter. Donc, une maison que tu construis pour l'habiter. Pour moi, c'est vraiment construire ta maison à ton goût. Parce que c'est pas une maison que tu achètes dans un contracteur, que tu es impliqué de A à Z. Donc, c'est ta maison à ton goût. Quand on dit résidence individuelle, mais on parle de unifamiliale avec un bachelor, une vie générationnelle. Ça pourrait aussi être un chalet, une maison usinée. Donc, mais on peut pas faire de duplex, par exemple. Mais quand on dit que la maison est construite par les propriétaires, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est bâti par ses propres mains. La personne elle peut faire des travaux, mais c'est plutôt il n'y a pas de contracteur général, c'est toi la personne qui joue ce rôle-là. Donc, c'est toi qui va surveiller le chantier, c'est toi qui va être impliqué derrière. OK. Donc là, de ce que tu nous dis, donc l'autoconstruction, c'est vraiment construire sa propre maison soi-même, pouvoir la personnaliser. Donc, on peut construire une maison individuelle, donc ou sinon une propriété avec un bachelor, donc une maison intergénérationnelle. Donc, ça pourrait faire partie les chalets. Puis, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que pour gérer, en fait, son propre projet, c'est que on peut pas donner plus que 50% des contrats à un entrepreneur. Donc, peux-tu expliquer cette partie-là? Parce que sinon, ça devient une construction neuve au lieu d'une autoconstruction. Exact. Donc, 50%, c'est le seuil. Donc, si un entrepreneur, il fait plus que 50% des travaux dans le projet, mais ça prend la garantie maison neuve, donc c'est plus une construction, c'est vraiment une maison, pour nous, c'est vraiment une maison clé en main. Donc, ça prend absolument la garantie maison neuve. Excellent. Puis, c'est quoi les facteurs clés pour réussir ce genre de projet-là? C'est pour qui ce type de projet? De construire sa propre maison? Je veux pas décourager personne, mais c'est sûr que c'est un projet d'envergure. C'est quand même assez complexe. Donc, c'est sûr que c'est pas ça pour tout le monde. J'ai vu des statistiques qui disaient que 50% des couples vont divorcer à la fin d'un projet d'autoconstruction. Je sais pas si c'est vraiment à cause du projet, parce que de toute façon, 50% des couples vont quand même divorcer. C'est la moyenne au Québec. Mais je sais pas si c'est à cause mais c'est sûr que c'est vraiment, c'est un projet, comme vous dites, d'envergure. Donc, il faut que le couple soit solide, parce que à la fin de notre construction, si le couple n'est pas solide, mais on va sortir vraiment avec plus de problèmes qu'on avait au début. Donc, il faut avoir aussi du temps pour s'en occuper. Il faut avoir des connaissances et je dirais aussi, il faut avoir la liquidité pour pouvoir avancer dans le projet rapidement. OK. Donc, ce que tu dis, c'est que ça prend des gens, bien sûr, si c'est un couple là, qui va faire une construction, donc il faut que ce couple-là soit solide parce qu'effectivement, vu que c'est un projet d'envergure, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut se chamailler, se disputer. Donc, il faut avoir une vision claire dès le début, avoir le temps. Ce que je remarque, moi, de mon côté, c'est il y a certaines professions là qui vont souvent faire ce genre de projet-là parce que ils ont le temps disons, dans leur emploi du temps. Par exemple, les pompiers ou les enseignants. Je sais pas, est-ce que toi, tu remarques certaines professions là, qui font le plus d'autoconstruction? Est-ce que tu... Moi, oui, je l'ai remarqué aussi, mais comme tu dis, c'est vraiment grave
à leur emploi. Ils ont le Mhm. temps de s'en occuper parce que le temps, c'est un facteur important. Il faut être là sur le chantier, il faut surveiller, il faut prendre des décisions parce que c'est ça le facteur le plus important pour le couple. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Donc, si monsieur veut une cuisine blanche, madame veut une cuisine noire, mais c'est sûr que Mhm. ça va poser des frictions. Et comme dit, donc, c'est ça, il y a beaucoup de décisions et beaucoup d'imprévus. Donc, il faut être présent. Donc, les gens qui ont du temps pour s'en occuper, oui, ils vont s'embarquer dans ce projet-là. Si tu as un travail de 9 à 5 et tu peux pas t'absenter, mais ça va être difficile de gérer ton projet. Soit tu prends un congé sabbatique pendant 4 mois ou tu commences par un temps partiel, mais il faut être là. Alors, avoir le temps, c'est essentiel là, parce que tu peux, comme tu dis, tu peux pas juste laisser c'est toi le maître du projet, donc c'est toi le gestionnaire du projet. Il faut être là presque tous les jours. Donc là, maintenant, on va regarder c'est quoi les grandes étapes pour construire une maison de A à Z, right? Donc, toi, tu as construit quelques maisons personnellement, donc tes propres résidences principales, donc on finance aussi là ce genre de projet-là, donc on a l'expérience. Alors, au début, c'est sûr, il faut que la personne ait choisi son terrain, donc elle fasse l'acquisition de son terrain. Lorsque la personne est rendue à l'étape justement du terrain, c'est quoi les conseils que tu aurais pour une personne là pour bien réussir cette étape-là? Ben, premièrement, choisir son terrain, oui, mais pourquoi on va viser un secteur en particulier? Est-ce qu'on veut déménager pour se rapprocher de l'école des enfants ou se rapprocher du travail? Il faut vraiment faire une analyse de besoins, je dirais, avant. Bon, ça, c'est la Mhm. première étape. Après ça, une fois qu'on a choisi le secteur, mais je pense qu'il y a quand même trois moyens d'acquérir un terrain. Soit on regarde dans le secteur s'il y a des lots vacants, des lots qui sont déjà disponibles pour la construction. Sinon, Mhm. un autre moyen que je vois, c'est vraiment d'acheter une maison avec un terrain plus grand sur lequel on peut faire une subdivision. Donc, on va créer un lot adjacent sur lequel on va construire la nouvelle maison. Sinon, mais si c'est un vieux quartier, on peut acheter des maisons qui sont vraiment à démolir. Donc, on met la maison à terre et on va construire une nouvelle maison. C'est les trois façons que je vois pour vraiment acquérir le terrain. OK. Puis, une fois que la personne, disons, elle a acquis son terrain, par exemple, elle a trouvé un lot vide qui était disponible dans le quartier qu'elle désirait, c'est quoi maintenant les tests? Est-ce qu'il y a des choses à faire justement pour s'assurer que ce terrain-là, donc oui, par exemple, ça répond à d'autres critères, bon, c'est le bon emplacement, etc. Mais c'est quoi les autres choses à regarder là pour valider que le terrain, ben, c'est un bon achat? Un peu comme une inspection pour une maison, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le terrain? Ouais, c'est ça. Je conseille aux gens de mettre des conditions à l'offre d'achat. Une condition très importante, c'est vraiment d'avoir le temps d'aller à la ville, voir vraiment est-ce que le projet que je veux implanter sur ce lot, est-ce qu'il est faisable? Au niveau des marges Mhm. latérales, de l'auteur, est-ce que la ville permet de construire ce type de maison-là sur le terrain que je veux acquérir? Après ça, je vous dirais de faire un test de sol. Ça ne coûte pas trop cher, mais ça évite des surprises plus tard quand on commence l'excavation. Et aussi au niveau du financement, mais il faut aussi se préparer parce que le terrain, oui, on peut le financer. On est la seule institution, je pense, qui finance des terrains. Donc, si vous Mhm. prévoyez construire dans les 12 prochains mois, nous, on peut financer le terrain même à 100%. Donc, vous ne mettez pas de mise de fonds, on le finance à 100%. Si vous prévoyez construire dans plus d'un an, mais vous pouvez mettre une mise de fonds de 20%, mais on peut quand même financer le 80%. Donc, c'est comme une hypothèque régulière, amortissement sur 25 ans, avec 20% de mise de fonds avec un taux résidentiel. Donc, comme je disais, Mhm. validez votre projet, faites un test de sol et regardez au niveau du financement. OK, parfait. Donc là, la personne, elle a son terrain, puis donc elle a son financement pour débuter. Donc par la suite, on dirait que disons la première étape là pour maintenant commencer à construire, donc ça va être de faire l'excavation, faire les fondations. Donc toi, comment est-ce que tu l'avais vécu dans tes autoconstructions personnelles cette étape-là? Donc l'excavation, la fondation, mettre les murs de fondation là, tout ça. Qu'est-ce que tu as appris de cette étape? Ben,
il faut que ce soit une personne bien organisée. Parce que Mhm. pour préparer ton projet, mais tu vas faire tes plans. Après ça, tu vas faire tes soumissions. Mais quand tu fais tes soumissions, mais il faut que tu choisis les personnes avec qui tu vas travailler. Donc, moi, j'aime ça rencontrer les personnes, parler aux gens. Et des fois, il faut aussi signer un contrat, donner un dépôt pour t'assurer que si moi je commence la construction au mois d'avril, mais que la compagnie d'excavation va être disponible après ça, la compagnie qui fait la fondation va être disponible pour embarquer tout de suite après sur le projet. Donc, ça prend vraiment, comme dit, du temps, signer des contrats, donner des dépôts. Mais si c'est bien organisé, mais c'est sûr que tu risques de ne pas avoir de problème. OK. Puis, est-ce qu'à cette étape-là, il y a des, tu dirais, il y a des problèmes fréquents qui risquent d'arriver? Est-ce qu'il y a euh, des conseils que tu aurais à donner lorsque la personne, disons, elle est rendue dans l'étape de creuser sa fondation, puis de... Parce que c'est quand même une grande première étape, là. Ben, comme on disait plus tôt, mais si tu ne fais pas de test de ça, mais tu risques d'avoir des surprises quand tu vas creuser. Tu risques que ton OK. fond n'est pas bon ou que tu vas avoir du rock, que tu vas avoir des coûts supplémentaires à cause que tu ne sais pas exactement à quoi t'attendre. OK. Donc, ça revenait à, justement, si on avait bien préparé l'achat du terrain, on avait fait le bon test, donc à cette étape-là, il ne devrait pas avoir de problème. OK. Exactement. Puis, par la suite, après donc les fondations, la deuxième étape de construction, ce serait quoi? C'est l'ossature, c'est comment est-ce que c'est quoi l'autre étape? Qu'est-ce qu'on fait après? Ouais, c'est vraiment la coquille. Donc, d'habitude, les gens vont engager quelqu'un, un charpentier, une compagnie qui vont monter la coquille. Euh, Mhm, D'habitude, c'est la personne qui fait le projet qui va acheter ces matériaux. Donc, tu vas ouvrir un compte chez Rona, BNA et tu mhm, vas livrer tes matériaux sur le chantier et les gens vont vraiment monter la coquille. Moi, j'aime ça être là sur le chantier parce que je suis la personne qui connaît le mieux mon plan. Parce que moi, j'aime ça être impliqué dans la conception du plan. Moi, j'ai étudié OK. en architecture, donc je sais comment lire, interpréter un plan architecturel. Donc, moi, j'aime être là et j'aime être présent sur le chantier parce que des fois, les gens vont aller vite, mais écoute, cette fenêtre-là, elle devrait être 2 pieds plus à droite et elle devrait être centrée. Donc, il faut que tu sois là pour vraiment surveiller parce que tu connais ton plan, comme tu disais. Donc, des fois, il peut y avoir Mhm. des petits erreurs. OK. Donc là, c'est, comme tu as dit, c'est mettre la coquille. Donc, dans cette étape-là, c'est là qu'il y a les fenêtres, donc la toiture, c'est- qu'il y a C'est pas tout important quand ces... la coquille est montée, les fenêtres sont posées et ta toiture, Mhm. ton bardeau est posé parce que la maison est comme fermée. C'est une étape importante pour moi. OK. Donc là, puis dans le fond, c'est pas encore là que la finition, pas la finition, mais tu sais, l'électricité, la plomberie, tu sais, tout le raccordement, ça s'en vient, c'est vers quelle étape là que les gens Mais ils le le font. raccordement des services à la rue, mais tu le fais au début avant avant la fondation, et quand tu vas creuser pour la fondation. Mais après ça, une Mhm. fois que ta coquille est montée, mais là, tu vas commencer vraiment à l'intérieur. Tu vas commencer ton système de ventilation, ta climatisation, ta plomberie, ton électricité, parce qu'il faut que Mhm. tout ce qui est à l'intérieur des murs soit finalisé avant que tu vas poser ton gyps. Ça, c'est une deuxième étape importante pour moi. Donc, il faut que OK. tout ce qui est mécanique, tout ce qui est à l'intérieur des murs soit fini avant que tu vas poser Mhm. ton gyps. OK. Donc, c'est ça qui était la troisième, disons, étape de construction, justement, c'est la pose du gyps, des murs. Euh, Entre-temps, puis tu peux ensuite de aussi ça, c'est... travailler, entre-temps, tu peux aussi travailler sur l'extérieur en même temps. Donc, une OK. ton revêtement extérieur, par exemple, la maçonnerie, peu importe. Donc, tu peux travailler aussi Mhm. en parallèle à l'intérieur et à l'extérieur. OK. Puis, par la suite, donc, ce serait la finition. Donc, la finition, donc, tout ce qui est intérieur, les amours de cuisine, donc ça, ce serait la quatrième étape de construction. Puis, à cette étape-là, ça, je pense que, ben, c'est pas une grosse étape dans le sens, comme par exemple l'excavation, la coquille, mais
j'ai l'impression que c'est là qu'on peut vraiment commencer à personnaliser, puis donc toi, comment est-ce que t'as vécu cette étape-là lorsque t'avais fait tes autoconstructions, donc tout ce qui était finition et est-ce qu'il y a eu des dépassements de coûts, est-ce qu'il y a comme Ouais, pour moi, c'est l'étape le plus de fun parce que, comme tu disais, c'est là que tu peux vraiment personnaliser la maison parce que tu achètes une maison clé en main, mais les contracteurs, t'as pas un choix. La maison vient comme Mhm. ça. Tu as deux modèles, trois modèles de maison, mais pour la finition, c'est la même chose. Donc, la construction, pour moi, c'est vraiment, le but, c'est vraiment de personnaliser, avoir une maison personnalisée qui répond à tes besoins et aux besoins de ta famille. Donc, c'est là que tu Mhm. peux personnaliser, comme je dis, au niveau des matériaux. Oui, tu mets du poids partout. Tu vas avoir une cuisine qui est vraiment différente. Moi, j'aime dans chaque maison faire quelque chose de différent parce que ça fait un wow. Chaque fois, j'essaie de trouver un petit quelque chose qui est vraiment différent. Je sais Donne-nous un pas, exemple. un époxy, j'ai fait un genre de claustra, une muraille en métal au niveau des escaliers. Donc, j'essaie toujours de faire des OK. choses qui sont vraiment différentes. On va pas ailleurs. OK. Puis, j'entends toujours aussi, des fois, il faut éviter de trop personnaliser sa maison quand on va le revendre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as eu en tête aussi quand tu choisis tes matériaux, quand tu choisis tes finitions, de pas trop non plus personnaliser la propriété là pour pas affecter la valeur future? Est-ce que ça, tu l'as vécu? Mais je pense pas vraiment à ça parce que, premièrement, je fais la maison que moi je veux avoir, que je veux habiter. Donc, Mhm. c'est ma maison, donc je la fais à mon goût. Mais je te disais, quand tu vends la maison, mais les gens vont acheter avec le cœur. Les gens vont tomber en amour avec la maison, avec un certain détail en particulier. Fait que, comme je dis, la maison, c'est ma maison, je la fais à mon goût. Je pense pas nécessairement à la maison. À la valeur de revente. OK. Donc là, on va parler du financement hypothécaire. Puis, tu sais, on a défini c'était quoi l'autoconstruction, on a vu c'était quoi les grandes étapes. Puis la raison pour laquelle je voulais parler des étapes, c'est, tu sais, il y a un lien avec le financement hypothécaire, puis on va en venir. Donc là, au début, c'était l'achat du terrain. Donc, tu l'as mentionné tantôt, donc que c'est possible de financer son terrain à 100% si on prévoit construire dans les 12 prochains mois, ou sinon de financer à 80%, donc si la construction est dans plus de 12 mois. À quel moment que la personne qui a son projet d'autoconstruction devrait contacter un spécialiste hypothécaire pour l'aider dans son projet? Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui commencent leur projet sans vraiment contacter quelqu'un. Donc, c'est quoi la première étape du financement là à faire là selon toi par un client qui a ce projet? Ben, moi, je vous dirais de parler à votre spécialiste hypothécaire le plus tôt possible. Parce que j'ai vu des cas où les gens ont acheté des terrains, ils ont même commencé leur construction par leurs propres moyens, et après ça, ils sont venus voir quelqu'un à la banque pour le financement, mais ils ne se qualifiaient pas. Donc, il faut vraiment, comme dire, faites une préqualification avant d'acheter le terrain. Vous voulez savoir c'est quoi votre capacité, c'est quoi votre capacité pour le coût total. Donc, le terrain plus le coût de construction. Est-ce que mon projet est faisable? Est-ce que j'ai les moyens de faire ce projet-là? Le plus tôt possible, faites-le. OK. Alors, donc ça veut dire que l'autoconstruction, c'est pas différent de n'importe quel autre projet. Donc, la première étape, ça reste une préqualification pour que les personnes ils s'assurent qu'ils ont la capacité financière là pour aller de l'avant avec leur projet. Alors, donc, un avantage compétitif qu'on a, comme on l'a mentionné, c'est justement de pouvoir financer son terrain à 100% lorsqu'on prévoit construire dans les 12 prochains mois. Mais maintenant, disons que le terrain est acquis, c'est quoi les étapes dans le fond du financement hypothécaire? Ça va être quoi tu dirais, donc, parce que ça fonctionne par déboursé. Donc, explique un peu comment ça fonctionne lorsqu'on est rendu justement au financement. Oui, donc au niveau du financement, une fois le financement autorisé, mais les gens ont commencé la construction. Pendant la Mhm. construction, la caisse va faire des déboursements progressifs selon l'avancement des travaux. Donc, on peut faire 4 et 6 déboursements pendant notre construction. Donc, Mhm. d'habitude, le premier déboursé, on le fait une fois que la fondation a été coulée et imperméabilisée. Après ça, on fait un déboursé une fois que la coquille est montée.
on peut faire un autre déboursé après que le gyps a été installé et un autre déboursé à la fin, une fois que la finition intérieure a été finalisée. Donc, en gros, c'est comme des 4 à 6 déboursés. Au niveau du déboursement, très important, il y a un tenu de 15 Donc, ça, les gens, il faut qu'ils sachent, parce que, mettons, j'ai un coût de construction de 500 000. Je demande à la caisse, combien est déboursé, on envoie les factures sur le chantier, il nous dit, OK, vous êtes rendu à 20 des travaux complétés. Ça veut dire que 20 du 500 000, c'est 100 000. Mais le client ne va pas avoir 100 000 dans son compte parce que, comme dit, il y a un tenu de 15 Donc, très important, sur les 100 000, la caisse retient 15 qui est 15 000. Donc, il va avoir 85 000 dans leur compte. Deuxième débourse, la même chose. On débourse le montant moins le 15 Le 15 il est tenu par la caisse, il va être libéré seulement 35 jours après la fin des travaux parce que c'est pas la caisse qui paye les gens qui travaillent sur le chantier, les compagnies qui sont sur le chantier. C'est la personne qui fait le projet, c'est lui qui est en charge de payer tout le monde et à la caisse veut s'assurer que ces gens-là ont été tous payés parce que si jamais je ne paye pas quelqu'un, cette personne-là, il a 30 jours pour mettre une hypothèque légale sur la maison, sur le chantier. Donc, c'est pour ça qu'il y a retenu, parce qu'à la fin, on veut s'assurer que tout le monde est payé, que le projet est vraiment rendu à la fin. OK. Alors, donc, à cause justement du 15 de revenus, puis on l'avait dit au début, ça prend quand même des liquidités pour un projet d'autoconstruction. Parce que pour que le projet puisse avancer, bien la personne, donc avant d'avoir le 15 de revenus, elle doit avoir cette liquidité-là pour couvrir et faire avancer le projet. Puis je voulais retourner en arrière un peu. Donc, quand on fait un projet d'autoconstruction, c'est quoi la mise de fonds qui est nécessaire? Est-ce que c'est comme quand on achète une maison existante? Comment est-ce que ça fonctionne au niveau de liquidité puis de la mise de fonds qui est nécessaire là, pour réaliser un projet d'autoconstruction? Mais on peut faire un projet d'autoconstruction avec une mise de fonds d'aussi peu que 5 Donc, on fait un financement assuré. Donc, c'est faisable avec 5 je te dirais, la plupart des gens vont le faire avec une mise de fonds de 20 Ils ont déjà la mise de fonds de 20 de toute façon, un projet d'autoconstruction avec une mise de fonds de 5 d'après moi, c'est très, très serré. Et très important, en plus de la mise de fonds, mais tu dois avoir, nous, Desjardins, selon nos normes, mais il faut avoir un autre 10 de liquidité. Donc, on a la mise de fonds de 20 ça prend un autre 10 Donc, ton projet, par exemple, ton terrain, 150 000, ton coût de construction aussi 150 000, donc 800 000. Donc, ça prend 20 160 000, plus un autre 10 du coût total, donc vraiment 80 000 pour le département des coûts. Mais ça va être ton fonds de roulement parce que, à cause de la retenue, comme je disais tantôt, tu as un déboursé de 20 de 500 000, 100 000, tu dois avoir 85 000. Mais avec ce montant-là, tu dois payer à 100 ta compagnie d'excavation, ta compagnie de fondation. On ne va pas attendre 6 mois pour avoir l'autre 15 Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir de la liquidité pour pouvoir payer tout le monde, pour avancer, pour ne pas attendre après le déboursement de la caisse. Une autre petite parenthèse, des fois, on commence des projets et on appelle la fondation, mais j'ai vu un courrier ce matin, justement, il y a une promotion sur les planchers, c'était 21 mars, 21 avril, 15 de rabais sur les planchers en bois franc chez Mirage. Donc, moi, je commence mon excavation dans 2 semaines. Mais le plancher est à bon prix, je peux sauver 1000, 2000 $. Je fais quoi? Mais je vais aller l'acheter. Mais pour l'acheter, il faut mettre un dépôt. Donc, on met un dépôt. Il faut avoir la liquidité pour faire ce dépôt-là. Même si mon plancher va être livré au mois de juillet à cause du rabais, mais je veux en profiter. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de la liquidité pour vraiment pouvoir travailler rapidement. Donc, le 10 qu'on demande, c'est essentiel, en fait, parce que dans certains cas, nous, on permet, parce que tu l'as mentionné, on peut acheter à 5 de mise de fonds, puis ce 10 là, la personne pourrait l'emprunter sur son projet, mais là, ça devient très risqué pour quelqu'un qui s'embarque dans un projet comme ça sans liquidité. Comme tu le mentionnais, il y a tellement de choses. Donc, il y a les dépassements de coûts, il y a continuer le projet, il y a justement peut-être acheter ces matériaux au début pour sauver si jamais il y a des spéciaux. Donc, très important. Alors, ça prend vraiment des liquidités supplémentaires, au minimum un 10 là, comme tu viens de le mentionner, du coût du projet, plus la mise de fonds. Là. Je pense que c'est un des points les plus importants d'avoir la liquidité. Et comme tu disais, mais
un projet avec 5% de mise de fonds de reconstruction, c'était vraiment serré. Ouais. OK. Alors, maintenant, c'est quoi la documentation? Donc, une fois que la personne, donc, avant de nous contacter, qu'est-ce que la personne elle devrait préparer pour son projet d'autoconstruction? Donc, c'est quoi les documents que la personne elle aura besoin là pour aller de l'avant avec son financement pour l'autoconstruction? OK. Donc, pour le terrain. Donc, si le terrain a été acheté depuis moins de 6 mois, mais ça nous prend le contrat pour voir vraiment le prix d'achat. Donc, nous, on va considérer la valeur du terrain. La valeur est égale au prix payé. Si ça fait plus que 6 mois, quand on fait le projet de financement, on va demander une évaluation et on va demander c'est quoi la valeur actuelle du terrain et la valeur actuelle du projet à la fin de la construction. Une autre petite parenthèse ici, on peut avoir de l'équité sous le terrain. Mettons, j'ai acheté un terrain il y a 1 an. Je l'ai payé 150 000. Maintenant, je suis prêt à faire mon projet de construction. Et quand on fait évaluer, mais on se rend compte que la valeur est montée à 200 000. Et que j'ai un 50 000 d'équité sur le terrain qu'on va pouvoir ajouter sur la mise de fonds. Donc, ça, c'est pour le terrain, on peut voir l'équité. Donc, comme je dis pour le terrain, c'est vraiment soit on fait évaluer, soit le contrat d'achat. Ensuite, pour le projet, pour la demande de financement, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est de savoir le coût de construction. Donc, ça nous prend toutes les soumissions de très, très important. Excavation, fondation, charpente, tout gazé, parce que l'enquête veut savoir combien ça va coûter ce projet-là. Et avec ce projet-là, c'est quoi la valeur future de votre maison à la fin de la construction. Donc, c'est très important tout ça. Après ça, mais les documents comme pour les demandes de preuve de revenus, preuve de la mise des fonds. Mais ce qui est très vraiment important, comme je dis, c'est vraiment les soumissions. OK. Donc, si je résume, pour le terrain, si la personne l'a acheté à moins de 6 mois, il va falloir donc fournir le contrat du terrain, donc le contrat d'achat. Puis par la suite, pour donc nous, effectivement, ce qui est le plus important, c'est d'avoir le coût de construction, donc d'avoir toutes les soumissions de A à Z. Puis aussi, on fournit un fichier là, donc que la personne elle doit remplir, donc avec tous ces montants, donc combien ça va coûter l'excavation, combien. Donc c'est très très détaillé. On vous fournit cette ressource-là dès le début. Puis, Claudio, dans la mise de fonds, il y a un facteur qui est quand même, disons, important là qu'on pourrait parler, qui serait l'apport de compétences. Donc, pourrais-tu nous définir, en gros, c'est quoi l'apport de compétences dans un projet d'autoconstruction? Ouais, donc, l'apport des compétences, ça permet aux gens de bonifier la mise de fonds. C'est comme ça que je le présente. Donc, OK. par exemple, je vais donner 2 exemples. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, j'ai mon frère qui est plombier. OK. Lui, il va m'aider sur mon projet de construction. Mettons, la plomberie totale, mettons, ça coûte 45 000. Donc, j'ai une soumission qui dit que ça coûte 45 000, mais lui, il va venir faire les travaux lui-même. Fait que moi, je ne veux pas le payer. Mettons, l'équivalent des travaux qu'il va effectuer, c'est 10 000 $. Donc, moi, ça me coûte 45 000 la plomberie, mais j'ai 10 000 $ que mon frère, pour les travaux que mon frère va prendre. Ces 10 000 $-là, il va s'ajouter à la mise des fonds. Un autre exemple, moi, je suis une personne manuelle. Et à la finition, mais moi, j'aimerais ça, installer les plaintes, les cadrages et faire la peinture. Donc, mettons, ça me coûte 35 000 faire tout ça, mais vu que c'est moi qui fais le travail, l'équivalent, on pourrait dire, mettons, c'est 7 000 $. Donc, ces 7 000 $-là, il va être ajouté à la mise des fonds. Donc, pour les matériaux, que ce soit la plomberie ou les plaintes, le cadrage, les matériaux, on va les payer. C'est juste la main-d'œuvre. Donc, l'équivalent du montant de la main-d'œuvre que mon frère ou que moi je fais sur le chantier, on peut l'acheter à la mise de fonds pour la bonifier. Donc, j'ai 80 000 $ de mise de fonds, mais j'ai 20 000 de travaux que moi ou ma famille proche vont faire. Donc, ces 20 000 $-là, on va l'acheter à la mise de fonds. Donc, la mise de fonds passe de 80 000 à 100 000 avec l'apport. Puis, de quelle façon, justement, est-ce que on va déterminer la valeur de ces travaux-là? Parce que ça, des fois, ça peut quand même être compliqué. Mais comment est-ce qu'on détermine la valeur? Est-ce que c'est, par exemple, ce serait d'avoir une soumission, OK, ben,
combien quelqu'un t'aurait chargé, un entrepreneur externe t'aurait chargé réellement pour ces travaux-là? Oui, exactement. Avec une soumission, avec le coût total, matériaux et main-d'œuvre. Et après OK. ça, comme dit, la personne va faire le cadre des compétences. Le cadre des compétences, c'est qu'on y est. Il va en signer une déclaration qui dit qu'il va faire les travaux pour 10 000 lui-même. Ou moi, je signe une déclaration comme quoi je vais faire des travaux de définition pour 5 000 Donc, du coût total, on va enlever ces montants-là qui va être ajouté à la mise de fonds. OK. Donc, ça permet, donc, comme tu dis, de venir bonifier la mise de fonds, donc, dans un projet d'autoconstruction. Ça, c'est l'apport de compétences. Donc, dans un projet d'autoconstruction, la personne qui construit, est-ce qu'elle a besoin d'avoir des licences de la RBQ? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir des cartes de compétences pour construire sa propre maison? Mais pour un projet qu'on construit pour soi-même, on n'a pas besoin d'avoir le cadre de compétences. Mais on doit avoir quand même des connaissances. Et on doit toujours s'assurer que les gens qui travaillent sur les projets, mais ces gens-là, ils ont le cadre de compétences. Pas avoir des gens qui travaillent sur les chantiers qui n'ont pas le cadre de compétences. Donc, ça, c'est très important. Mais pour nous, on n'est pas obligé d'avoir une licence RBQ. Une licence RBQ. Mais il y a certains travaux qui doivent, donc, par exemple, que c'est quand même obligatoire que les personnes qui les font ont leur carte de compétences. Puis, c'est quoi ces travaux-là? C'est quelques exemples des travaux que, ben, les entrepreneurs qui vont travailler sur notre chantier auront besoin de leur carte. Mais essentiellement, c'est vraiment plomberie, électricité, mais comme je dis, tu dois t'assurer que les gens qui travaillent sur le chantier, ils ont tous leur cadre de compétences. Ton menuisier, OK? peu importe. Donc, tu veux, même si c'est pas obligatoire, mais toutes les personnes sur le chantier devraient avoir leur carte de compétences. Est-ce que ça, à quelque part, ça protège donc moi qui construis ma maison? Ben oui, c'est sûr, parce que tu veux faire affaire avec des gens professionnels. Tu peux valider le licence avec lui, tu peux faire des recherches toi-même avant de signer un contrat. Mais c'est sûr que tu veux Mhm. être protégé. Parfait. Claudio, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi les avantages et les inconvénients de l'autoconstruction? Parce que moi, c'est pour comme quelqu'un qui n'a jamais fait l'autoconstruction personnellement, j'aurais tendance à croire que ben on sauve énormément d'argent là, lorsque on s'en va pour construire une propriété, puis ce serait ça quand même disons cette prise de valeur-là, l'équité qu'on fait immédiatement parce qu'on a construit soi-même. Ça me semble être la partie la plus intéressante. Mais toi qui en as fait quelques-uns, tu sais, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients de l'autoconstruction d'un projet comme ça? Mais je pense pas que c'est le critère le plus important. OK? Si tu es une personne bien organisée, qui gère son budget et tout ça, oui, c'est sûr que tu vas sauver sur le coût total parce que tu achètes une maison neuve, clé en main, mais c'est sûr que le constructeur, il a une marge de profit. Donc, si tu le fais toi-même, tu vas pouvoir sauver. Mais comme je dis, c'est pas le but principal. Pour moi, vraiment, c'est je fais pour avoir une maison personnalisée qui répond aux besoins de ma famille. Donc, c'est ça le but principal. C'est pas nécessairement pour sauver 10, 15, 20% sur les coûts de construction. Donc, c'est vraiment Mhm. quand tu vois le projet à la fin, donc tu dis, OK, c'est ma conception, c'est mon projet que j'ai fait de A à Z, à la place d'acheter une maison claire. Au niveau des inconvénients, mais comme vous disiez, il faut vraiment que le couple soit solide pour prendre des décisions, pour vraiment pallier aux imprévus et tout ça. Il faut avoir la liquidité, il faut avoir les connaissances et il faut avoir le temps de s'en occuper. Donc effectivement, c'était pas pour tout le monde là, ce genre de projet-là. Puis je te remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui là pour nous parler de l'autoconstruction. Ça m'a fait plaisir, Jean-Yves.